Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste de France sur Radio Libertaire. Vous êtes aujourd'hui avec Bernard et nous allons parler d'un livre qui s'appelle Exilio numéro 2. Je le prononce à la française, mais c'est un livre portugais, un beau livre qui recueille les témoignages d'exilés et de déserteurs portugais entre les années 1961 et 1974. Alors ce livre, Exilio, a été présenté le 19 mai 2018 à Paris dans le local de la revue L'Émancipation syndicale et pédagogique. Il a été présenté par l'association Mémoire vive. Alors bien sûr que les auditrices et les auditeurs de Civis Pacem connaissent déjà l'association Mémoire vive car nous avons fait déjà quelques émissions avec leurs représentants, mais je vais quand même vous rappeler le but de cette association. L'association Mémoire vive a pour but de recueillir et transmettre la mémoire de l'immigration portugaise dans un esprit d'échange et d'ouverture. Alors elle propose donc, à l'occasion de la discussion qui a pour thème « Accueillir les exilés hier et aujourd'hui », elle propose de faire le lien entre l'histoire de l'exil de Portugais en France dans les années 60-70 et l'actualité de l'accueil des nouveaux exilés. L'idée est de créer un pont entre les récits de 4 anciens exilés, ayant témoigné dans le livre Exilio 1 et Exilio 2, et la situation actuelle, marquée par une répression accrue des exilés et de leur soutien. La mobilisation actuelle contre la loi Asile-Immigration en est un signe visible. Alors cette loi Asile et Immigration, qui a été votée à la hussarde par la majorité macronienne au printemps 2018, restreint le droit d'asile des étrangers en France, définit toutes les mesures pour expulser le maximum de migrants, et plus dangereux encore, elle fait la distinction entre réfugiés et migrants. Elle favorise donc le tri des étrangers et oppose, comme toujours, les bons immigrés aux mauvais immigrés. Alors, le 9 janvier 2018, plusieurs membres de l'association Mémoire vive ont signé une tribune dans le journal Le Monde sous le titre « Nous nous opposons à l'instrumentalisation de notre histoire et de nos mémoires ». À la suite d'incidents qui s'étaient déroulés à Champigny-sur-Marne, dans la banlieue est de Paris, pendant le Nouvel An, des journalistes du Figaro et du Parisien avaient opposé les bons Portugais qui avaient vécu dans le plus grand bidonville de France tranquillement pendant des dizaines d'années sans faire de bruit, aux mauvais Arabes qui créent de la violence et qui détestent la France. Alors voici quelques extraits de ce qu'écrivaient ces personnalités portugaises dans le journal Le Monde. Je ne cite que quelques lignes. La clandestinité, l'exploitation, les bidonvilles, le racisme. Nous avons vécu toutes ces expériences comme les subissent les immigrants africains d'hier et d'aujourd'hui à des degrés plus intenses encore. Pour toutes ces raisons, nous nous opposons publiquement à l'instrumentalisation de notre histoire et de notre mémoire, qui font également partie de l'histoire de France. Ces manipulations ne cherche qu'à renforcer le racisme qui frappe aujourd'hui certaines populations stigmatisées de la figure du entre guillemets musulman à celle du entre guillemets rome. Le slogan de la marche de convergence 84 était « La France, c'est comme une mobilette, pour qu'elle avance, il faut du mélange ». Alors cette tribune était signée par Victor Pereira, maître de conférence, Hugo dos Santos, journaliste, Daniel Mathias, journaliste, Arthur Silva, journaliste, José Vieira, réalisateur, Albano Cordiero, sociologue, Marie-Christine Volovich Tavares, historienne, et Manuel Tavares, pédopsychiatre. Nous avons été invités, nous, l'association l'Union pacifiste, à assister à cette discussion donc organisée par l'association Mémoire vive sur le thème « Accueillir les exilés d'hier et d'aujourd'hui ».
Alors nous y sommes allés très volontiers, Maurice Monté et moi-même, et j'ai proposé d'enregistrer quelques déclarations faites pendant cette discussion pour en faire profiter les auditeurs de Civis Pacem, donc nous allons les entendre dans l'émission. Nous y allions d'autant plus volontiers que notre ami Pedro Fidalgo, qui assure, comme vous le savez, la continuité de nos émissions Civis Pacem, et qui est aussi musicien, chantait des chansons que nous avons enregistrées en live, comme on dit, et que vous allez entendre d'ailleurs tout au long de cette émission. Mais d'abord, nous commençons par ce qu'a dit l'historienne Marie-Christine Volovitch-Tavares, qui a rappelé les différents épisodes de l'histoire de l'immigration portugaise en France. Alors, si on part d'un point de vue de la France, et justement, je pars du plus simple, si on peut dire, c'est-à-dire le point de vue juridique. Depuis la Révolution française, il y a une des dimensions de ce qu'on appelle bêtement maintenant, en mettant n'importe quoi dessous, les valeurs de la République. Et bien justement, même avant la République, dès 1791, il y a eu l'idée et dans les textes des inscriptions que la France recevait les gens qui sont persécutés et donc qui doivent s'enfuir, et que la France était un lieu d'accueil pour ceux qui fuient les monarchies absolues, la répression religieuse. À l'époque, il s'agissait du problème des Juifs et pas du tout des musulmans. Et puis, même si évidemment ces idéaux d'ailleurs, qui ont été inscrits même dans la Constitution de 1793, ont ensuite été mis de côté, il y a quelque chose qui est resté, si bien qu'au XIXe siècle, en particulier au moment de la monarchie de Juillet, c'est-à-dire dans les années 1830-1848, cette monarchie constitutionnelle subventionnait un certain nombre de réfugiés européens. Alors les plus importants étaient les Polonais, qui évidemment se révoltaient contre la domination tsariste, mais il y avait d'autres personnes qui recevaient des indemnités mensuelles, et parmi ces personnes, il y avait des Italiens, il y avait un petit peu des libéraux espagnols, et il y a eu, j'ai trouvé dans des archives, des libéraux portugais, qui étaient reçus, qui recevaient une indemnité mensuelle. Quand ils se déplaçaient d'un département à l'autre, on transférait, les préfets se préoccupaient de savoir s'ils avaient bien reçu ces indemnités, et quand ils voulaient quitter la France, on leur payait même le voyage pour partir où ils voulaient. Voilà. Alors évidemment, en fait, la Seconde République n'a pas eu le temps d'approfondir ça. Et au XIXe siècle, il n'y a pas eu de législation spécifique jusqu'à la guerre de 14, même si en France sont venus énormément de réfugiés républicains, révolutionnaires. En 1800, alors à certaines périodes, on les accueille, c'est-à-dire ils ont le droit de résider en France. Puis à d'autres périodes, on en expulse. Karl Marx a été expulsé au moment de la Révolution de 1848, mais il y a eu, après la Commune de Paris, des expulsions, en particulier de Polonais ou russo-polonais anarchistes. Mais il y a eu quand même énormément de réfugiés, de gens qui fuyaient des régimes politiques, surtout en Europe, autoritaire sous toutes les formes, et c'était d'autant plus facile que la France étant un grand pays d'immigration, beaucoup de ces exilés, réfugiés, il n'y avait pas de statut juridique et ils étaient admis comme réfugiés, et avant la guerre de 14, on rentrait en France sans passeport ou en racontant, donnant le nom qu'on voulait. Voilà, c'est comme ça qu'un de mes grands-pères est rentré en France. Alors, après la guerre de 14, il y a eu énormément de réfugiés avec les changements de frontières, les changements de régime. Et là, au niveau de la Société des Nations, pour l'Europe, on a mis en place un système de protection juridique, parce que là, le cadre juridique est devenu plus ferme, et on a, au niveau de l'Europe,
et ça s'est appelé le passeport Nansen, du nom du diplomate d'un pays nordique qui était le secrétaire général de l'Office des réfugiés à la SDN. Et donc, on eut droit à ce passeport qui donnait une légitimité juridique qui n'accordait pas d'autres droits, mais qui donnait des papiers d'identité, des papiers de circulation pour des gens qui, d'ailleurs, beaucoup d'entre eux étaient apatrides. Alors, il y a eu beaucoup de gens venant d'ailleurs de ce qui est devenu l'Union soviétique pour des raisons diverses, et puis quelques autres personnes. Alors, à cette époque-là, il y avait des exilés politiques portugais en France, mais qui n'étaient pas des apatrides. Donc, aucun d'entre eux n'a eu ce statut. Et quand ils étaient des personnes un peu connues, comme le président de la République portugaise, un certain nombre de ministres portugais opposés à la dictature, ils ont eu des permis de séjour. Et puis, les autres, c'était des ouvriers qui ont eu la situation des autres ouvriers immigrés, facile régularisation dans les années 20 et difficile dans les années 30. Donc, il n'y avait pas de situation particulière faite pour les Portugais réfugiés en France, qui étaient des exilés politiques ou des travailleurs économiques, ou les deux. En particulier, il y avait des petits groupements anarchistes portugais qui étaient plutôt d'ailleurs avec des ouvriers et donc qui n'avaient absolument aucun statut. Quand la France a perdu la guerre en 1940, surtout parmi les exilés les plus connus, dont le président de la République portugaise, ils ont fait un petit peu un choix. Hitler arrivait, ils ont pensé quand même que c'était peut-être plus prudent de retourner au Portugal, pour certains d'entre eux. Par contre, eux qui s'étaient solidarisés, d'autres qui s'étaient solidarisés avec les républicains espagnols, ces exilés de haut vol aussi avaient participé à la guerre d'Espagne du côté des républicains. Enfin, certains sont restés en France dans une situation de plus en plus fragile, et certains ont participé à la résistance ou ont été réprimés, mis en camp, déportés en Allemagne. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait toujours des républicains anti-salazaristes en France, et même de nouveaux d'entre eux sont venus, après l'échec de l'espoir en 1945 de voir tomber la dictature, après l'échec de tentatives électorales qui ont échoué, mais ces gens-là étaient comme des étrangers qui venaient avec un passeport et puis l'autorisation de séjourner en France. Alors, dans les années 60, et ce qui concerne la mémoire de ces personnes-là, la situation a changé. Pourquoi ? Parce que, d'une part, le nombre de ces personnes qui luttaient contre la dictature portugaise et qui se réfugiaient en France s'est augmenté énormément, du fait que la protestation s'est jointe aussi au refus de la guerre coloniale. Et néanmoins, pour beaucoup, en particulier des jeunes qui refusaient le régime de dictature et la guerre coloniale, ils sont venus en France et ils se sont trouvés dans la situation de ceux des années 1920, c'est-à-dire que il était d'ailleurs plus facile pour eux de rentrer en France en faisant partie du flot énorme des immigrants portugais, puisque là, il y avait une politique du gouvernement français d'accueillir de préférence les immigrés portugais qui venaient illégalement par rapport à leur pays, mais qui étaient régularisés relativement facilement. Après ce rappel historique de l'immigration portugaise par Marie-Christine Volovich Tavares, nous allons écouter une première chanson de Pedro Fidalgo,
interprétée en live. Bon, là, je vais faire une petite chanson en parlant d'exil, d'émigration. Alors, c'est une chanson qui raconte l'histoire de migrants venus de la Roumanie qui se sont retrouvés au Portugal dans les début des années 2000 en situation d'esclavage. Ils travaillaient gratuitement dans les champs de Alentejo. Lá veio um autocarro que tem muito que contar. Ouvido agora, senhores, uma história de pasmar. Passavam já 3 dias, 2 noites sem cagar. Uma insónia mal dormida, algumas sangas para aguentar. Os 3 eram romenos, vinham para trabalhar. Confiaram os documentos ao patrão que os veio buscar. Chegados a esta terra já lá estavam 2 carrinhas. 2 homens, 3 mulheres, também elas novas ratinhas. À porta de um casario, no meio de um descampado. Chove fê-los sair, mal sabiam do seu fado. É que o vosso aposento é ali que se lavam. Olharam um palheiro sem saberem onde estavam. Prometeram-nos cama, comida, bebida. Só vejo feio no velho de uma mulher mal dormida, não percebo o que dizes. Se não gostas podes voltar, dar-te-emos uma casa quando não puderes pagar. Foram meses e semanas no campo a trabalhar, mas o espanto foi grande na hora de pagar 30 euros por dia, podiam imaginar. Agora é preciso também este dia pagar. A deita era cara e o patrão teve de avançar. Afinal de merda esta e eu tinha para ganhar. O sol torrava os corpos daqueles pobres abolidos, na esperança de um dia verem os filhos sorrir. Mas longe de casa, afastados do mundo, não tinham telefone, bateram bem no fundo. Fugir era uma ideia sem saberem onde ir. Talvez durante a noite quando a máfia dormir. Alentejo sem lei, Alentejo sem lei, Alentejo sem lei, Alentejo sem lei. Tenta escapulir, salta o arame, farpados, fala a perna, rompe as calças, está tudo acordado, o cão ladra, a luz acende, mas que situação, como cheguei a este estado, empreiteiro, metal doce, somos todos mal baratos, somos aprisionados, não esqueci lá, somos escravos, não sou pago, prisionados, sem defesa, volta-se não disparo, foge-se é preso no país da crise, onde a corrupção é natural, a polícia e o sindicato não há direito laboral, falar de um imigrante que caiu em escravatura, parece mentira, como no tempo da ditadura, a propriedade é um roubo, clima agroindustrial, quem lucra é o dono da herdade sazonal, o empreiteiro, metal bolsa é todos mais baratos, e a gente fecha os olhos, não há nada a ver de pago quando nos falam na apanha, não sabem quem é esse da máfia da aranha, do pau da vara sem cadeia, contém isto que escapou à produção dos olivais, onde a venda do azeite fazia da gente animais, tão escravo quem o é, como aquele que o permite, nestas merdas não há fé, é o governo que o admite, já na Espanha houve o mesmo, contudo os que lá caíram procuravam sair da foda em que viviam esta escravidão, tem níveis variados, começa no patrão os seus assalariados, primeiro é ilegal, depois são os papéis em dia, mas quando é contrato é formal e ninguém via, às vezes é sem nada no deserto e com calor, às vezes levam tudo, o salário e o pudor. Alentejo sem lei, Alentejo sem lei, Alentejo sem lei, Alentejo sem lei. Pagar a história do proletário, dizem que não há na Europa mais nenhum operário. Querem pagar a história do proletário, dizem que não há na Europa mais nenhum operário. É mentira, é mentira, é mentira, meus senhores. Então ontem foram para a rua 30 mil trabalhadores. É mentira, é mentira, é mentira, meus senhores. Estão no desemprego centenas de doutores. Trabalho por causa dos imigrantes. Ainda me pergunto como é que isto não era de antes. Dizem que não há trabalho por causa dos imigrantes. Ainda me pergunto como é que isto não era de antes. É mentira, é mentira, é mentira dos gigantes. Da mal do norte ao sul, de Lisboa até a Abrantes. É mentira, é mentira, é mentira e das grandes. Se não há transportes, vamos todos a Venantes. A história da carochinha, quem se lixa é sempre a formiguinha. Conto do vigário, a história da carochinha, quem se lixa é sempre a formiguinha. É mentira, é mentira, é mentira, jorratão. É sempre pôs a pau se não cai no caldeirão. É mentira, é mentira, é mentira de algodão.
O que este país precisa é mas é de um abanão. Há tanta velocidade, vemos os bois passarem, nem paramos um minuto para pensar. Há tanta velocidade, vemos os bois passarem, nem paramos um minuto para pensar. É mentira, é mentira, é mentira, pois então, se assim não fosse, não nos poriam a mão. É mentira, é mentira, é mentira, pois então, se assim não fosse, não nos poriam a mão. É mentira, é mentira, é mentira, pois então, se assim não fosse, não nos poriam a mão. É mentira, é mentira, é mentira de Aldrabão. O que este país precisa é mas é de um abanão. Vous êtes à l'écoute de l'émission Si Vis Pacem de l'Union pacifiste de France sur Radio Libertaire et vous avez déjà entendu une intervention enregistrée le 19 mai 2018 au cours de la réunion de l'association Mémoire vive sur le thème « Accueillir les exilés hier et aujourd'hui ». Et nous allons continuer à écouter l'intervention de Marie-Christine Volovitch-Tavares, historienne, qui nous parle justement de l'immigration portugaise en France. Alors, la situation s'est un peu tendue à partir de 1972, parce que le gouvernement français a commencé à restreindre l'entrée des immigrés, à se méfier d'un certain nombre d'agitateurs, entre guillemets, et en particulier les deux ministres de l'Intérieur et du Travail, M. Marcellin et M. Fontanet, en 1972, ont consigné une circulaire qui a beaucoup inquiété justement un certain nombre de ces jeunes qui étaient partis refusant la guerre coloniale et qui n'avaient pas d'autre statut que d'être des immigrés et qui ont craint que, en relation avec les nouveaux accords d'immigration que le gouvernement portugais venait de signer en 1971 avec la France, eh bien, le gouvernement portugais avait demandé qu'on cible tous ces jeunes qui normalement étaient mobilisables et qui n'auraient pas dû venir en France. Et le gouvernement français avait promis effectivement de les surveiller et de ne pas les recevoir, ce que le gouvernement français n'a absolument pas fait. Alors ce que le gouvernement français a fait, à partir de 67-68 et surtout à l'occasion de 68, quand il s'est trouvé que dans le collimateur de la police, il y avait un certain nombre de gens estimés des étrangers un peu trop remuants, et parmi eux des Portugais. Donc là, il y a eu ponctuellement un certain nombre de gens qui ont été menacés d'expulsion, assignés à résidence. Et à ces moments-là, il y a eu, d'ailleurs à partir de la fin des années 60, des démarches qui avait été encouragée par une association qui s'appelle la CIMAD et qui, au moment où le statut de réfugié a succédé au passeport Nansen au début des années 50, dans le cadre d'une convention internationale, la Convention de Genève de protection des étrangers et des réfugiés avec ou sans nationalité, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a ce problème apatride. Donc la CIMAD, qui a été fondée pour protéger les réfugiés et qui était en rapport avec l'Office français de protection des réfugiés apatrides, était une association d'ailleurs à laquelle un certain nombre de ces jeunes Portugais refusant la dictature et la guerre coloniale s'étaient adressés. Et les gens de la CIMAD avaient essayé d'ailleurs de les convaincre de faire des demandes pour être réfugiés politiques parce que en espérant en fait que s'étendrait aux Portugais luttant contre leur dictature un peu ce qui avait été fait pour les Espagnols. Il y a eu
à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait plus de 200 000 républicains espagnols réfugiés en France. Et avant même que le nouveau statut de l'OFPRA s'applique à eux, ils avaient même eu droit, après avoir été très mal reçus en France en 1939, mais reçus quand même, parce que la France avait ouvert la frontière, ce que Franco demandait de ne pas faire, eh bien, ils avaient un statut un peu particulier et ils ont été transférés automatiquement et c'était assez facile et même parfois très facile pour des gens qui fuyaient le franquisme d'avoir le statut de l'OFPRA et la CIMAD les aidait dans leur démarche, mais l'acquisition de statut était assez facile. Et un certain nombre de responsables de l'OFPRA pensaient qu'on aurait pu assez facilement étendre ce statut justement à des Portugais qui luttaient contre une dictature qu'on pouvait estimer parallèle à celle de Franco. Et ça n'a pas été fait, parce que, en tous les cas, ce que j'ai lu dans les papiers de la CIMAD, dans les archives, en fait, beaucoup de ces Portugais qui auraient pu prétendre au statut de réfugié, ou du moins la CIMAD pensait pouvoir les aider à faire les démarches, n'ont pas voulu les entreprendre. D'ailleurs, ça a été un peu la même situation pour des exilés grecs, des jeunes grecs. Il n'y avait pas le contexte de la guerre coloniale, mais ils fuyaient une dictature. Et il y avait toute une crainte de connivence entre les polices françaises et portugaises, une circulation d'informations entre l'OFPRA, les polices, et pour toutes ces raisons, beaucoup de jeunes portugais qui auraient peut-être pu obtenir le statut de réfugié ne l'ont pas demandé. Alors, il y avait un autre problème qui s'est posé, qui est celui, au titre de quoi demande-t-on le refuge? Et il y a la dimension déserteur, réfractaire et insoumis. Or, la Convention de Genève en 1951, qui a été établie au niveau de l'Europe pour déterminer comment on allait décider d'accueillir des réfugiés, des apatrides, des exilés qui fuyaient les régimes autoritaires, mais ensuite chaque pays a déterminé ce qu'il mettait dans les gens qui avaient droit à cette protection en tant que réfugiés, en tant qu'exilés, en tant que luttants ou victimes d'une dictature. Eh bien, il y a des pays comme la Suède qui ont estimé que les gens qui refusaient une guerre injuste faisaient partie et étaient légitimes de faire cette demande. En France, non. D'abord, il y avait eu en France, qui est un pays qui a fait plusieurs guerres, le fait d'être déserteur est un crime particulier et particulièrement mal vu. Et il y avait eu quand même la guerre, surtout d'Algérie, où le problème s'est posé, pas pour la guerre d'Indochine. Il y avait eu très très peu de déserteurs, il y en a eu un tout petit nombre, et qui ont mis très longtemps, qui n'ont été amnistiés que bien après les militaires qui s'étaient révoltés contre la République en 58 et en 61. Et donc, à ce titre-là, il n'était pas possible de demander en France et d'obtenir le statut de réfugié. Ce qui a été vrai en France, il y a certains Portugais, y compris des militaires portugais, mais, enfin, moi j'en avais rencontré un, mais qui par ailleurs était membre du Parti communiste portugais, et donc qui avait dû fuir parce que, il avait été repéré comme communiste à l'intérieur de l'armée portugaise, et donc ce n'est pas au titre ayant déserté l'armée portugaise, mais c'est au titre de militant politique qu'il avait obtenu le statut. Et donc là, on se trouve dans les années, au début des années 70, dans une période intermédiaire où il y a quand même, on commence après 68, le gouvernement français commence à regarder de plus près qui est-ce qu'il accepte d'accueillir, d'ailleurs comme immigrés, mais là, il y a une préférence qui est accordée aux Portugais contre les Algériens, et ensuite comme opposants politiques.
Et la situation semble se tendre, et arrive à ce moment-là le coup d'État au Chili, avec toute une campagne en France très importante, de sensibilité politique très large. Il y a vraiment que la droite extrême en France qui s'est félicitée du coup d'État militaire au Chili et de la violence de la répression. Et donc en France et dans beaucoup d'autres pays d'Europe, mais en ce qui concerne la France, il y a un tournant qui s'effectue à ce moment-là dans l'idée et dans les mesures concrètes d'accueil des réfugiés. C'est-à-dire que, contrairement à jusque-là, les réfugiés, on leur donnait des papiers, une identité. Éventuellement, ça avait été le cas pour les Hongrois en 1956, pour certains nombres de Tchèques, ils avaient un hébergement temporaire, mais c'était très peu de gens qui étaient concernés. Et voilà, d'un seul coup, il y a des centaines de gens qui arrivent réfugiés depuis le Chili, ou même depuis des pays comme l'Argentine, où ils avaient cru pouvoir avoir un refuge. Et là, il y a un niveau supplémentaire qui se met en place en France, c'est-à-dire tout un système non seulement d'attribuer à ces réfugiés le statut de réfugié, qui là a été accordé en tous les cas les premières années 73, 74, 75 très facilement. En particulier les Chiliens, mais aussi il y avait beaucoup de Brésiliens réfugiés politiques au Chili. On leur a donné, ils venaient du Chili, soit à travers l'ambassade de France, soit sur l'Office international de l'ONU des réfugiés, ils ont eu le statut tout de suite. Ceux qui sont passés par l'Argentine, ça a été un petit peu plus compliqué, mais en gros quand même, ou par le Pérou, il y en a eu très peu, quand même ça a été assez vite. Et non seulement ils ont eu ce statut a été accompagné de l'autorisation de résider où ils voulaient en France, d'avoir le travail qu'ils voulaient dans le département qu'ils voulaient, et par-dessus le marché, un accueil, hébergement, nourriture, argent de poche, aide aux démarches et apprentissage de la langue française pendant 6 mois renouvelables. Et l'ensemble de ces mesures qui ont été prises après septembre 73. Le temps que ça se mette en place, d'ailleurs, ça a commencé vraiment en novembre. Mais les Portugais n'en ont pas vraiment profité, puisque le 25 avril 74, tant mieux pour eux, mais en ce qui concerne leur situation de réfugiés et d'exilés, la situation a changé. Dorme, meu menino, estrela d'alva, já a procurei e não a vi. Se ela não vier de madrugada, outra que eu souber será para ti. Outra que eu souber será para ti. Oh, 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 oh. Outra que eu souber na noite escura, sobre o teu sorriso onde cantar, ouvirás cantando nas alturas, trovas e cantigas embalar. Trovas e cantigas embalar. Oh, 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 oh. Trovas e cantigas muito belas sob a garganta do cantor. Quando a luz se apaga nas janelas, perde a estrela d'alva o teu furor.
perde a estrela d'alva seu fulgor. Perde a estrela d'alva pequenina, se outra não vier para render. Dorme que ainda a noite é uma menina, deixa vir também adormecer. Deixa vir também adormecer. Après cette belle chanson portugaise interprétée par Pedro Fidalgo, que bien sûr toutes les auditrices et tous les auditeurs portugais connaissent, je vous rappelle que nous sommes avec l'Union pacifiste dans la réunion de l'association Mémoire vive qui a pour thème accueillir les exilés hier et aujourd'hui autour du livre Exilios. L'historienne Marie-Christine Volovitch-Tavares parle de l'immigration portugaise. Donc, bilan de tout ça, par rapport à la France, il y a eu des différentes possibilités pour des Portugais d'être réfugiés en France, mais dans le fond, ils ont toujours été à la marge des mesures légales prises dans ce cadre-là, parce que, soit pour des raisons qui tenaient à la législation française, du refus d'accorder statut à un certain nombre de raisons, en particulier pour le refus de la guerre, mais aussi de la décision d'un certain nombre aussi de ces exilés portugais, eh bien, ils sont restés toujours un peu marginaux par rapport à cette situation légale. Alors maintenant, il y a tout le problème de comment les gens se sont vus, comment ils ont été vus. Pour finir, on dirait en France, on a ignoré pendant très longtemps, sauf vraiment des cas très particuliers. De toute façon, bon, vous savez peut-être quand même que le Portugal était inconnu. C'était une province espagnole. Bon, les Français étaient restés au temps de Philippe II. Et en plus, ce qui se passait au Portugal, ce qui se passait dans les colonies portugaises, c'était des choses très lointaines. Et en fait, c'est quand même à travers la lutte anticoloniale de ces exilés portugais que, en France, il y a des gens qui ont pris conscience de la situation et qui ont commencé à développer des mouvements de solidarité beaucoup plus que le refus de la dictature. Surtout qu'en France, c'est assez compliqué. Beaucoup de gens, pendant longtemps, ont eu une vision de la dictature portugaise. On n'appelait pas ça, d'ailleurs, même encore maintenant, il y a des débats entre historiens. Est-ce que c'était vraiment une dictature? C'était un régime... Bon, Franco, on ne pouvait pas dire non, on savait, ça avait été très sanglant. Salazar, c'était un homme bien élevé, il n'y avait pas eu des fusillades, il n'y avait pas eu de guerre civile telle que ça s'était passé en Espagne. Voilà. Donc, pour des tas de raisons, la situation était très floue entre les gens qui ignoraient le Portugal, les gens qui ne voulaient pas voir la dictature. Et en fait, c'est cette histoire de la guerre coloniale qui, là, avait mobilisé quand même beaucoup de gens. Un petit peu pendant la guerre d'Indochine, mais dans certains groupes beaucoup pendant la guerre d'Algérie, et puis ensuite la guerre du Vietnam qui était parallèle, donc les luttes anticolonialistes, anti-impérialistes, et c'est par ce biais-là qu'en France, il y a donc des gens, des associations qui ont été sensibles à cette présence de réfugiés portugais. Et je ne sais pas bien comment ça s'articulait d'ailleurs dans cette solidarité-là, avec la prise de conscience parallèle du fait qu'il y avait des centaines de milliers de travailleurs portugais
qui vivaient en France dans des conditions très difficiles. Et les deux prises de conscience ont été longtemps parallèles. Ne se sont pas tellement, c'était pas les mêmes milieux qui étaient concernés, et c'était pas la lutte anticolonialiste et puis la lutte en faveur des immigrés ne se croisaient pas nécessairement facilement, telles que les associations pouvaient le vivre. Là, il y a une tradition française qui n'a vraiment, qui a été exacerbée, c'est même pas sûr pendant la guerre d'Algérie, mais par exemple, je vais te donner un autre exemple. Pendant la guerre du Vietnam, il y a un certain nombre, non négligeable, de soldats américains qui étaient stationnés en Allemagne et qui ont déserté. Et la plupart d'ailleurs sont allés en Suède ou sont allés au Canada, mais il y a un certain nombre ont transité par la France. Et il y avait des circuits, d'ailleurs la CIMAD a participé, et beaucoup d'organismes américains, les Quakers, des organismes pacifiques. Eh bien, effectivement, il n'était pas possible pour des soldats américains, même s'ils l'avaient désiré, d'être en France avec un statut de réfugié. C'est le fait qu'on refusait à des déserteurs. L'histoire de l'immigration portugaise par rapport à l'immigration algérienne, c'est un peu autre chose. Il y a le choix du gouvernement français d'encourager l'immigration portugaise, de préférence à l'immigration algérienne, c'est vrai. Mais au niveau des décisions légales, le fait de ne pas accepter comme raison valable pour demander d'être réfugié, le fait de refuser de faire la guerre, c'est une position de principe qui tient au fait que la France a quand même, en dehors des guerres coloniales, a fait quand même 2 guerres mondiales, et que le service militaire obligatoire, c'est quelque chose, et que les désertions dès la Première Guerre mondiale ont été punies très sévèrement, alors que un certain nombre de soldats portugais qui avaient oublié de rentrer comme il fallait dans les tranchées où ils étaient requis, eh bien, n'ont pas été fusillés. Il y a des journaux français qui ont protesté contre ça. Donc, il y a un autre point de vue. Et cette histoire de refuser de donner le statut à des déserteurs, c'est lié à l'image que la France a de son armée. Et d'ailleurs, justement, les déserteurs français, pendant la guerre d'Algérie, il y en a eu très peu. Alors c'est aussi parce que les traditions d'émigration en France sont différentes, les traditions d'échapper à l'armée sont différentes en France et au Portugal. Dans la mentalité collective portugaise, refuser de faire l'armée sans être une position très militante, ça fait partie des traditions. Le service militaire a été établi plus tard. Ça a été très difficile de faire admettre aux gens. C'est la dictature qui a imposé ça. Bon, en France, je pense pas ça. Par contre, ce qui est juste, c'est que les Français qui se sont solidarisés avec les militants et surtout les déserteurs insoumis réfractaires portugais, ça, c'était la suite des mobilisations par rapport à la guerre d'Algérie, par rapport à la guerre du Vietnam. Ça, c'est vrai que ça a même aidé les solidarités. Mais l'État français, c'est cette perspective-là de trouver que quelqu'un qui déserte son armée, il n'y a pas que... Ça a été compliqué, un autre pays comme l'Allemagne, pour accepter que des anti-nazis qui avaient déserté de l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça a été très long et ils ont même été un peu pardonnés, mais enfin, ça n'a pas été beaucoup plus loin. Je pense que les pays qui ont une armée comme ça très forte... Vejam bem que não há só gaivotas em terra quando homem se põe a pensar, quando homem se põe a pensar. Nada
dorme à noite ao relento no mar, dorme à noite ao relento no mar. E se houver uma praça de gente madura e uma estátua de pedra a ver, lá tem, dorme à noite abriu à procura, e não há quem lhe queira valer, e não há quem lhe queira valer. Vejam bem, daquele homem a fraca figura, desbravando os caminhos do pão, desbravando os caminhos do pão. E se houver uma praça de gente madura, ninguém vai levantá-lo do chão, ninguém vai levantá-lo do chão. Vejam bem que não há só gaivotas em terra, quando um homem se põe a pensar. Vejam bem que eu não dorme à noite ao relento no mar. Vejam bem que não há só gaivotas em terra, quando um homem se põe a pensar, quando um homem se põe a pensar. Vejam bem, quando um homem se põe a pensar. Vejam bem que não há só gaivotas em terra, quando um homem se põe a pensar. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste de France sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre Pedro Fidalgo interpréter une chanson portugaise qui a d'ailleurs été reprise en chœur par les participants à la discussion qui avait pour thème « Accueillir les exilés hier et aujourd'hui ». Cette discussion, je vous le rappelle, s'est tenue à Paris le 19 mai 2018. Alors après l'exposé de l'historienne Marie-Christine Volovitch-Tavares, plusieurs personnes se sont exprimées. C'était des personnes qui avaient d'ailleurs donné leur témoignage pour les livres Exilios numéro 1 ou Exilios numéro 2 qui étaient présentés ce jour-là. Alors se sont exprimés Vasco Martin, Fernando Cardozo, Manuel Tavares, Joaquim Nunes, et nous allons entendre tout de suite ce qu'ils ont dit au sujet des déserteurs de l'armée coloniale portugaise. Pendant la période 61-74, il y a eu à peu près 1 million de jeunes Portugais incorporés à l'armée pour faire la guerre coloniale. De ce million, il y a 200 000 qu'on appelle faltosos, des gens qui ne sont même pas allés à l'inspection militaire, 200 000. Bien sûr, tous ceux-là ne sont pas venus en France, ils sont partis dans divers pays, mais la plupart, disons 80%, 85% sont venus en France. À part ça, il y a 8500 et quelques, 1500 déserteurs, des gens qui ont pris une attitude vraiment politique, abandonnant l'armée. Alors, la plupart des gens de ces 200 000 et de ces 8500, quand ils sont arrivés en France concrètement, n'ont pas demandé l'asile politique. D'ailleurs, le refus de la guerre, c'était pas une raison pour demander l'asile politique en France. L'OFPRA ne considérait pas ce motif seulement. Ça, c'était une question. Une autre question, c'était que les militants politiques qui venaient dans le contingent comme des immigrants économiques ne voulaient pas se faire remarquer par les autorités. Alors, il y a deux choses qu'il faut tenir compte. C'est pour ça que le numéro de réfugiés politiques portugais pendant cette période est minimum. Seulement des gens qui avaient des activités politiques concrètes indépendamment de la guerre coloniale, qui appartenaient la plupart d'entre eux au Parti communiste portugais. C'était la force jusqu'à la fin des années 60 organisée. À partir de là, on a eu déjà des mouvements d'extrême gauche, disons, en dehors du PC, et des gens qui ont été en prison et qui avaient des raisons concrètes pour demander l'asile politique en France. Mais avant ça, c'était des militants du PC qui venaient en France. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister à un militant du PC qui venait demander l'asile politique en France, qui ne parlait pas un mot de français,
Je suis allé avec lui à la cité d'abord pour organiser un dossier. Alors vous imaginez les questions qui ont été posées par le policier français. L'autre, il voulait me taper dessus parce que pour monter un dossier, il faut le nom de la cellule, le nom des compagnons, son nom de guerre, les activités qu'il a fait, tout. Enfin, pour dire que c'est pas une réponse directe, mais il y a tout un monde mélangé entre exilés et immigrés, qui n'est pas, il ne sera jamais clarifié, heureusement. Peut-être pour éclaircir un peu la question des autorités françaises par rapport à la guerre coloniale, il faut comprendre que dans toute l'Europe, exception faite à la Suède et à la Belgique, étant des pays de l'OTAN, le fait d'être déserteur ou réfractaire de la guerre coloniale n'était pas suffisant pour acquérir le statut d'asile politique. En Hollande, par exemple, c'était un pays beaucoup plus démocrate dans ce sens que la France, dans le sens de l'accueil. Les réfugiés portugais ont un statut spécial. C'est pas exactement le statut de l'OFPRA, mais c'est un statut spécial, disons un deuxième degré de l'OFPRA, qui a été obtenu grâce à l'insistance, pas seulement des Portugais, mais des organisations hollandaises, Angola Comité, Amnesty International Hollande, qui ont fait beaucoup de pression sur le gouvernement hollandais pour reconnaître la question du refus de la guerre coloniale comme étant passible d'être admis au niveau des réfugiés. Parce que l'Hollande, les autorités hollandaises disaient, mais nous, on a aussi l'armée obligatoire. Alors, pourquoi on va vous donner le statut d'asile politique? Donc, c'est ça, c'est ce que Marie-Christine a dit, une question idéologique, mais aussi une question vraiment politico-militaire de l'Europe. Voilà. Alors, il y a eu beaucoup de désertions. Faut pas oublier qu'il y avait la maison des étudiants de l'Empire, Casa de Estudantes Império, qui a été fermée par la PIDE en 1965, et que une grande partie des gens qui sont sortis de là, certains, j'en ai connu quelques-uns qui sont quand même rentrés à l'armée au Portugal, mais la plupart ont fui. Ils sont partis à droite à gauche en Europe, comme celui qui a été le premier ambassadeur de l'Angola à Paris, Luis d'Almeida. Beaucoup sont allés en Allemagne, ils sont allés en Hollande, enfin dans plusieurs pays d'Europe. Très peu ont pu transiter par la France. Mais ça n'empêche que tous ceux, probablement ceux qui avaient le moins d'importance, tous ceux qui sont venus à Paris, tous ceux que je connais, certains sont déjà morts maintenant, eh ben, ils avaient un statut de réfugié qui était quelque chose de... Donc, je ne comprends pas... Bon, d'accord, par militantisme, j'ai compris hier qu'on ne voulait pas être un réfugié. C'est ce que j'ai compris hier. Je ne comprends pas pourquoi, mais bon, ça regarde chacun. Donc, nous sommes finalement les grands oubliés de toute cette histoire. On ne parle pas des déserteurs et des réfugiés qu'il y a eu ici à Paris. On était quand même assez nombreux de l'Angola. Voilà. Je voulais seulement dire ça. Et je pense que Top, il avait 17-18 ans, il a entendu Salazar à la radio. Et après, il devait se présenter. Il a dans sa vie une femme qui s'appelle Rose, sa grand-mère, son avô. Et après, il fait ses poèmes. Il parle. Je te félicite, Fernando, d'avoir choisi ce petit poème pour ouvrir cette édition. Mãe, não vou para a guerra, não quero fazer mal a ninguém. Como também não quero que te façam mal a ti. Mãe, sei como lutavas dia a dia para trazeres comida para os filhos, para a Rosa e para mim. Mãe, também não esqueço o pudim à minha espera à noite, quando chegava com o Gonçalo. Mãe, não esqueça cerejas ao meio-dia, cerejas que roubei à Rosa
mas pensando sempre nela, de forma sempre terna e densa. Tão intensa como a miséria que partilhamos na ilha de Xangai e na ilha da Avenida. Mãe, vou-me embora amanhã. Do céu cinzento sobre o astro mudo, batendo as asas pela noite calada, vem em bandos com pés de veludo, chupar o sangue fresco da manada. Se alguém se engana com o seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. A toda a parte chegam os vampiros, poisam nos prédios, poisam nas calçadas, trazem no ventre despojos antigos, mas nada os prende às vidas apagadas. São os mordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei, enchem as tulhas, bebem vinho novo, dançam a ronda no pinhal do rei. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. No chão do medo tombam os vencidos, ouvem-se os gritos na noite abafada, jazem nos poços vítimas de um credo e não se escondam da nada. Se alguém se engana com o seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste de France. Vous suivez actuellement la discussion qui a pour thème « Accueillir les exilés hier et aujourd'hui ». Cette discussion a été organisée le 19 mai 2018 par l'association portugaise Mémoire Vive. Alors nous allons entendre maintenant une des participantes à cette réunion, une représentante du réseau Éducation sans frontières. Éducation sans frontières est un réseau qui a été créé il y a plus de 10 ans pour protéger et défendre les enfants scolarisés des étrangers qui vivent en France et qui parfois sont menacés d'expulsion ou même sont carrément expulsés. Alors les militants sont confrontés aujourd'hui à une pression anti-migrants exceptionnelle. Je suis militante d'une association, je représente rien d'autre que moi-même en l'occurrence. À l'époque, on n'avait pas une représentation des migrants. On en rencontrait quelques-uns. Bon. Aujourd'hui, on a des images. On est dans un monde où, sans arrêt, on nous montre dans les médias des images de migrants. Voilà. Alors en 2015, vous vous rappelez tous, c'était le flot continu qui déferlait et c'était toujours les mêmes images qui repassaient en boucle, mais c'était une manière aussi de construire une représentation qui allait évidemment faire peur, etc. Là, quand on parle des migrants dans les médias, on parle, c'est à juste titre, de ceux qui sont sur les quais à La Chapelle. C'est une situation qui est totalement... vous avez parlé du bidonville de Champigny. Bon, là, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y avait une organisation, une solidarité, etc. Bon, mais on ne montre que ça. On ne montre pas tout ce qui, à la fois, est la solidarité, parce que vous l'avez dit, mais il y a énormément... Il n'y a pas une ville en France où il n'y a pas des actions de solidarité, d'une forme ou d'une autre. Peut-être, enfin, dans l'accueil... Moi, j'ai demandé, là, Hugo, c'est ça, pourquoi il avait invité RESF et pas Paris d'Exil, parce que c'est une grosse structure qui fait
de l'hébergement, de l'accueil, de l'information juridique, enfin bon. Alors que nous, RESF, on a une étiquette qui est beaucoup plus militante, revendicative. Bon, et d'ailleurs, personne ne nous entend actuellement. On n'est plus dans la revendication. Hein. Enfin, je veux dire, ce qu'on dit des migrants, et à part la Roya, ceux qui sont poursuivis comme délinquants solidaires, etc., mais faire entendre que cette situation des migrants, elle est totalement politique et totalement, utilisée par le gouvernement ou les partis actuellement pour justement ne pas accueillir, parce que c'est quand même de ça qu'il est question. Alors je ne sais plus ce que je voulais dire parce que j'ai fait trop de... Bon. Oui, je disais, on voit que des images négatives et on ne voit pas ce qui est en fait, pour beaucoup de Français, la même expression de honte et de révolte, et donc pousse à des actes d'accueil, de solidarité, d'actions multiples, enfin bon. Moi, je suis arrivée en France, j'avais 5 ans, j'ai passé la frontière clandestinement avec ma mère, qui en avait 25, on a passé les Pyrénées... Réfugiés politiques. Bien sûr, les Pyrénées à pied. Je pense que vous avez raison de rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas d'image. Parce que je pense que si à l'époque, les Français et l'Europe avaient vu les images de Portugais traversant un pays fasciste, puis un deuxième pays fasciste, parce qu'il faut les appeler comme ils étaient, c'est des pays fascistes. Traverser ces deux pays fascistes de nuit, aller vers l'inconnu. Moi, j'ai traversé le matin avec ma mère à l'aube avec des ouvriers espagnols mélangés dans la masse. Mais bon, évidemment, une petite nana de 25 ans avec une gamine de 5 ans, elle va pas aller ramasser les oranges, elle va pas aller travailler sur les chantiers, hein, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, c'était toléré. Mais peut-être qu'à l'époque, s'il y avait eu des images pour montrer ces hordes de Portugais affamés qui arrivaient en France pour travailler, l'histoire aurait peut-être changé, mais probablement pas. Sauf qu'ils arrivaient à s'organiser en France dans des bidonvilles. Ils s'organisaient en France dans des bidonvilles. Aujourd'hui, les migrants qui fuient les guerres, qui fuient la misère, ils arrivent en Europe, ils viennent pas forcément en France, ils viennent en Europe. Donc ils arrivent en Italie, ils arrivent en Espagne, ils arrivent en Grèce. Ça n'enlève rien à la responsabilité de la France, mais la France a quand même déclaré délinquants les gens qui aident. Ça, c'est récent. Ça n'existait pas. On a quand même la chance en France d'avoir un État qui déclare délinquant un homme ou une femme qui va tendre la main à un autre être humain qui crève la dalle et qui marche pieds nus. C'est quand même des choses qui ont changé en 50 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on en est là. Après, ce qui se passe, vous posez la question, comment vous percevez l'arrivée des migrants en France, ou même moi je dirais en Europe, parce que c'est pas qu'en France. La France, elle n'est pas, c'est pas le nombril de l'Europe et encore moins du monde. Donc il faut remettre ça dans un contexte, je pense, global. Ça n'enlève rien à la misère politique. Il y a l'impuissance et au manque de décence de l'État français ces dernières années par rapport à l'accueil de ces, je sais pas comment les appeler, des migrants, des immigrés, les réfugiés politiques, les réfugiés économiques, on ne sait plus comment appeler ces gens, qui fuient tout simplement l'horreur. Les guerres. Et personne n'est capable de les accueillir, et que c'est des boulets dont personne ne veut. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que on est quand même des gens qui seraient croyants, mais j'arrive même pas à imaginer comment ils arrivent à croire et pourquoi ils sont pas dans la rue pour dire que c'est un scandale, au nom de Dieu, de ne pas accueillir ces gens. Ah ben il y en a qui le... Bon ben tant mieux, on les voit pas beaucoup, hein. On les voit pas beaucoup, hein. Par rapport à une tradition politique et à des décisions, même y compris quand il y a eu, là c'était vraiment un afflux, contrairement à ce qu'on raconte maintenant, les républicains espagnols, ils sont arrivés en un mois à 500 000. Bon, ça c'était vraiment une vague. Bon. Et il y a eu... Non, mais alors... Alors, c'était plus compliqué que ça. Ils sont arrivés, on a surtout... Alors, effectivement, comme rien n'était prévu, pour le coup, et qu'on craignait parce qu'il y avait des tensions entre les gens qui étaient pour les accueillir et les gens qui étaient pour fermer la frontière. Donc, effectivement, il y a une solution... assez lamentable qui a été prise par... on a mis effectivement les gens, et on a surtout craint les combattants, donc on a séparé les hommes, on les a désarmés,
Et d'ailleurs, c'est les troupes coloniales françaises qui étaient à la frontière et qui ont contribué à les désarmer, avec un écho tout à fait triste pour ces républicains espagnols, puisque dans l'armée franco, il y avait les troupes coloniales qui venaient du Maroc, donc les troupes coloniales françaises qui les armaient. Bon, et effectivement, il y en a qui ont vécu des situations tout à fait dramatiques dans ces endroits où ils ont été parqués. Et surtout, ce qui a été le pire, c'est qu'après, comme il y en a, tous ceux qui avaient des références, des gens qui pouvaient les aider à sortir, sont sortis, si bien qu'en France, il y a eu beaucoup de comités qui sont créés à cette époque-là, d'ailleurs dont beaucoup ont été des noyaux de résistance, pour, si des groupes pouvaient accueillir il y a des gens qui sont sortis des camps. Alors après, il y a eu les problèmes internes, les ordres du PCP ne sortaient pas des camps, si bien qu'effectivement, quand les Armands sont arrivés, effectivement, ils ont trouvé un certain nombre de gens qui étaient encore dans les camps. Mais par rapport à la situation actuelle française, c'est vrai qu'on voit une volonté de fermeture qui effectivement n'a jamais existé. Alors, et en définitive, par exemple, il n'y a, sans parler des Espagnols, il n'y a pas plus de gens qui demanderaient une aide en France que, par exemple, il n'y a eu de boat people. Il y a eu vraiment, quand les réfugiés d'Asie du Sud-Est sont venus en France, il y a eu des mesures qui avaient été entamées pour les Chiliens et qui ont été généralisées avec un accueil qui n'a pas toujours été très facile pour un certain nombre de gens. De même, l'accueil des pieds noirs, ça n'avait pas non plus été terrible. Mais c'est vrai que là, maintenant, il y a une volonté de fermeture qui s'oppose. Oui, alors ça c'est encore une autre affaire. Mais par contre, dans la société civile française, comme on dit, c'est vrai qu'il y a une multiplication d'initiatives de solidarité locale et de différentes formes, de différents groupes, dans différents endroits, et qui se heurtent à la volonté. Donc ça, historiquement, on peut dire que c'est une nouveauté quand même. Parce que jusque-là, même si on n'accueillait pas bien, il n'y avait pas cette volonté de restreindre, qui est une volonté qui est vraiment... C'est d'une part, j'aimerais poser la question, aujourd'hui il y a un problème, en tout cas à Paris, qui est assez récurrent, c'est l'arrivée de ce qu'on appelle des mineurs isolés. C'est-à-dire des gens qui arrivent avant 18 ans, et des fois très très jeunes, pour des raisons diverses, hein, et qui des fois peuvent arriver, on les dit isolés, mais des fois ils arrivent avec quelques copains, ou sinon ils arrivent vraiment tout seuls. Et je pose la question un peu de, est-ce que des situations similaires pouvaient arriver à l'époque? Est-ce qu'on avait véritablement des gens qui arrivaient avant 18 ans? Par exemple, je n'ai pas fini, ouais. Avant 18 ans, donc c'est un parallèle que... C'est une proposition déjà de parallèle de discussion. Et l'autre, c'est que aujourd'hui, on a des gens qui fuient des pays qui sont des casernes, des États casernes comme l'Érythrée. On pourrait parler du Soudan aussi, et qui fuient à la fois pour des raisons économiques, parce que en gros, toute l'économie passe. C'est déjà des pays pauvres à la base, et toute l'économie passe dans l'armée. Et qui fuient la guerre et l'incorporation dans des services militaires qui durent plusieurs années, des fois peut-être 10 ans, je ne sais plus, à l'Érythrée, je sais que c'est un truc de dingue. Et du coup, ces gens-là, quand ils arrivent ici à Paris, ils ont beaucoup de mal à faire comprendre que dans leur pays, il y a vraiment cet état de fait. Et en France, on méconnaît totalement la situation de ces pays-là. Donc je pose la question à ceux qui ont vécu des situations parallèles dans les années 60, sur est-ce que à l'époque les gens comprenaient qu'il y avait une guerre coloniale, est-ce qu'on pouvait s'adresser à la société française, aux Français qu'on rencontrait en disant que vous aviez fui cette guerre injuste, et dernière question, est-ce que l'accueil était plutôt favorable par rapport à ça? Fin des années 90, année 2000, début année 2000,
des dizaines, pour ne pas dire des centaines de mineurs arrivaient d'Angola. Ils avaient tous la même histoire. Ils arrivaient dans les années 2000 fin 90-2000. Oui. Plein, mais alors tous les jours, après on les a... Oui, après ils subissaient, parce que pour moi le verbe n'est pas trop fort, ils subissaient des examens médicaux, parce que certains disaient qu'ils étaient mineurs, et parce qu'ils étaient grands, parce qu'ils étaient un peu baraqués, les garçons, on finissait par dire non, on n'était pas mineurs, parce qu'en étant mineurs, ils étaient protégés par l'institution qui devait protéger les mineurs, et jusqu'à leurs 18 ans, ils étaient hébergés, ils avaient une formation, et donc ils étaient protégés. Et si le médecin, le service médical décidait qu'ils n'étaient pas mineurs, eh bien ils étaient expulsables. Mais vraiment des dizaines, et beaucoup d'Angolais, Mozambique, mais pas seulement, parce que nous avons toujours plus de 100 langues et dialectes, donc l'Érythrée, l'Éthiopie, toutes ces, le Congo, etc., la République démocratique du Congo, tous ces gens venaient et continuent à venir. Et ce que disait Madame tout à l'heure, c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'il y a quelques dizaines d'années en arrière, les gens arrivaient, mais les images ne transformaient pas ça en cataclysme, en catastrophe. On disait, il y a beaucoup qui arrivent. Les Portugais, ils se sont engouffrés dans des bidonvilles, on les utilisait comme main-d'œuvre bon marché. On savait qu'ils existaient, mais voilà, ils ne perturbaient pas. C'est pour ça qu'on continue à être, encore aujourd'hui, presque une immigration invisible. Des gens d'origine portugaise, on est invisible, on ne parle pas, on n'a rien. Mais voilà, pour répondre à ta question, il y a eu beaucoup, par le passé, déjà beaucoup de mineurs. Ils continuent à arriver, mais les conditions sont autres. La deuxième partie, je ne vais pas te répondre moi, je vais donner la parole, mais elle, je voulais prendre la parole. Oui, on pouvait arriver à l'époque en étant mineur. Alors ça, c'est ce qui a donné naissance à pratiquement tous les réfractaires arrivés avant d'avoir fait l'inspection et avant de rentrer à l'armée. Et ils pouvaient venir en France à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans. Dans ces années-là, il y en avait pas mal, c'était pas un problème. Maintenant, à partir des années 2000, tous les Angolais qui sont arrivés en France, d'ailleurs la loi a changé en Angola depuis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour obtenir la nationalité angolaise, il faut être fils de parents qui avaient la nationalité angolaise active. Alors, je m'explique. Il ne suffit pas d'être né en Angola pour donner la nationalité à ses enfants. Il faut avoir vécu en Angola après l'indépendance, obtenir la nationalité angolaise, et ensuite on peut donner la nationalité à ses enfants. Autrement dit, quelqu'un qui est né en Angola, ou comme moi, ou comme tant d'autres, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai un ami qui est allé en Angola, qui a essayé d'obtenir la nationalité angolaise, et il a pas réussi. Et donc, il y a eu, dans les années 2000, il y a eu énormément de jeunes, même les familles, il y a même des footballeurs en France, il y en a un qui s'appelle Rio Mavuba, parce qu'en fait, il est né dans un bateau angolais qui venait en France, qui s'appelait Rio Mavuba, et il était baptisé du nom du bateau. Et donc, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été mis dans les avions et qui arrivaient ici mineurs, et le 3/4 de ces enfants étaient des jeunes qui venaient des pays limitrophes de l'Angola, qui se débrouillaient en payant, etc., d'obtenir une nationalité angolaise qui était pour eux beaucoup plus facile d'arriver ici en tant qu'Angolais plutôt qu'en tant que Congolais ou Zambiens, etc. Voilà. C'est pour ça qu'en 2000, il y en a eu pas mal. J'ai même été appelé une fois par un Angolais qui disait ne pas parler le français. Hein, et il évitait de parler le français pour qu'on ne voit pas qu'il était du Congo. Donc j'avais un ami qui était
dans un centre où il recevait des jeunes comme ça, et il m'a demandé de venir et de discuter avec lui pour tirer les choses au clair. Donc moi je suis arrivé en pensant que j'allais lui parler en portugais, hein, parce que quand même quand on vit dans une ville en Angola, on parle le portugais. Je suis allé, et ben, il se trouve que le jeune il ne parlait pas portugais du tout, il ne parlait que le français, et il venait du Congo. Voilà. Hein? Moi, je peux dire que j'ai senti vraiment ce que c'est la solidarité. Des gens qui me connaissaient pas du tout, et qui ont, d'ailleurs, qui ont ouvert leur maison, leur cœur. Alors, j'ai ressenti ça vraiment quand même bien. Ça m'a fait du bien. Oh, bien sûr que la France, c'est une société chauviniste. C'est aussi l'autre côté de l'expérience. J'ai été très maltraité. Il y a des gens qui m'ont... Mais ça, c'est... D'accord, ok. Au Portugal, on fait ça aussi. Ah oui, de toute façon. Mais j'ai senti vraiment la solidarité. Je pense que maintenant, aujourd'hui, c'est pas seulement les médias, mais aujourd'hui, je parle pour les Portugais qui accueillent ou qui n'accueillent pas des gens qui viennent de Syrie et d'autres pas. Il y a une différence culturelle et nous, on sait pas travailler comme peuple, comme culture, on sait pas travailler l'autre. Si on est blanc et bien élevé, d'accord. Si on est noir ou brun, on n'arrive même pas à savoir s'ils sont bien élevés. Alors, il y a une barrière. Nous, on est racistes, les Portugais. On a la tendance à penser que le colonialisme portugais était meilleur que les autres parce que on mariait avec les Noirs, on vivait ensemble, mais on a 600 ans, 500 ans de colonisation très, très, très dure, avec des conversions à force, avec du travail esclave. Alors, comme il faut, tous les colonisateurs ont fait ça. Nous aussi. Alors, nous, on est racistes, au fait. On déguise bien notre racisme, on se rend bien avec tout le monde, mais quand il s'agit d'accueillir des gens qui ont des cultures et des religions différentes, et qui on ne comprend pas du tout, alors là, on est très, 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 très... On sourit, bien sûr, on sourit, mais on ne veut pas qu'il soit chez nous. Ça, je pense que ça arrive, il arrive le même en France. Je ne connais pas maintenant tellement bien la situation française, mais au Portugal, je peux vous dire que c'est comme ça. Et il y a aussi des organisations qui accueillent des gens qui viennent de Syrie, surtout, de Kurdistan aussi. C'est les deux. Mais l'accueil, il est pas facile du tout. Alors, au terme de notre émission Si Vis Pacem de l'Union pacifiste, nous tenons à remercier l'association Mémoire Vive qui a organisé cette rencontre intitulée Accueillir les exilés hier et aujourd'hui. Alors, je tiens aussi à saluer le courage et la franchise des exilés portugais qui ont témoigné au cours de cette réunion. Pour les auditrices et les auditeurs qui lisent le portugais, je conseille les beaux livres Exilios 1 et Exilios 2. Ces deux livres sont très bien présentés, très bien illustrés. On peut y retrouver une histoire et une mémoire de l'immigration qui est absolument indispensable pour tous ceux qui, aujourd'hui, souffrent d'apprendre chaque jour que des êtres humains perdent la vie en Méditerranée ou sur les chemins de l'exil. Merci aussi à notre fidèle Pedro Fidalgo qui a donné du bonheur à ses compatriotes portugais et à nous-mêmes en interprétant des chansons engagées. Et maintenant, au revoir et à la semaine prochaine.